Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Running Knowledge, le format court. Pour l'instant, on a fait presque que des formats courts car il est difficile avec toutes nos activités de se voir avec Eric, etc. et de s'organiser. Mais ça arrive bientôt d'autres formats longs avec des sujets vraiment intéressants. Aujourd'hui, le sujet, c'est quelque chose qui me tient à cœur un petit peu et un sujet auquel je réfléchis beaucoup, c'est l'obsolescence dans les arts martiaux et les sports de combat. C'est un sujet un peu tabou car déjà je vais vous expliquer ce que j'entends par obsolescence et ensuite, euh, j'espère que le mot est bon, et ensuite on va pouvoir développer sur les solutions pour pouvoir éviter d'être obsolète en fait. Alors, souvent, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine, on a, euh, on a une connaissance qu'on développe par de la pratique sur le terrain pendant un long moment. Donc avec une phase de surcharge, donc la phase de découverte de l'activité et ensuite une phase de surcharge et d'entretien. C'est-à-dire qu'on s'entraîne beaucoup, par exemple, on étudie beaucoup un sujet et ensuite on entretient par des petites études, par des petites... on a juste à maintenir l'inertie pour pouvoir se maintenir à jour, etc. Dans le cas d'un pratiquant d'arts martiaux, il découvre les sports de combat, il commence à s'y intéresser, il commence sa pratique, il passe par le stade de débutant, intermédiaire, avancé et peut-être maître. Et ensuite, il peut devenir enseignant, compétiteur et enseignant ou les deux en même temps. En fonction de la personnalité du pratiquant, nous allons trouver plusieurs approches. D'abord, l'approche simple, c'est-à-dire je reproduis ce que mon professeur m'a enseigné et souvent je personnalise. C'est-à-dire que je fais un peu à ma manière. Je vais apporter ma touche à cet enseignement. On arrive très vite à une routine, à des concepts et à des systèmes qui nous sont familiers, qui semblent très efficaces pour nous et on les impose un peu aux élèves. Donc on a une méthode qu'on impose aux élèves. Bien sûr, avec des petites touches d'adaptation en fonction des cas. Mais arrive un moment, avec le temps, surtout si le pratiquant n'était pas un étudiant, un peu un geek du sujet, qui ne cherche pas toujours à s'enrichir et à améliorer ses connaissances, à regarder un peu ailleurs et à rajouter à ses connaissances, très rapidement, on arrive à tourner en rond. Donc ça marche très bien pendant un moment, mais dès que le jeu change, dès que les systèmes changent, ne marchent plus, deviennent obsolètes, on peut arriver très vite à du radotage. C'est-à-dire, on va répéter tout le temps les mêmes thèmes, les mêmes schémas, les mêmes techniques et pour tout le monde. Et plus on reste longtemps dans cette phase, moins on se remet en question rapidement, moins on étudie ce qui se fait à côté, moins on va identifier des zones qu'on ne voit pas, ou qu'on n'étudie pas dans notre méthode, ou qu'on n'apporte pas dans notre méthode, peut-être aussi les failles, et plus on va entretenir une sorte d'appropriation de cette méthode, et on va plus vouloir en sortir. Donc ça rentre une forme d'ego, de protection. Et rapidement, je trouve, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, loin de là, au contraire, c'est pour proposer des solutions, très rapidement, on retrouve peut-être par confort, par flemme, on retrouve des entraîneurs qui ont tout le temps la même méthode. Ils se disent ça marche, ça a toujours marché, je change rien. Déjà, c'est pas vrai parce que vous pouvez aller dans n'importe quel club si vous n'arrivez pas à sublimer le potentiel, c'est-à-dire pousser la personne grâce à l'entraînement, à votre méthode, à sublimer, à maximiser son potentiel, qu'elle exprime son potentiel au mieux. Déjà, sur tous vos élèves, ou une grande majorité des élèves, si vous arrivez à former qu'un seul champion exceptionnel et tous les autres non, tous les autres sont très très moyens, c'est qu'il y a un problème avec la méthode. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, c'est ce que je vois. Bien sûr, il y a l'investissement de la tête, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. On parle du point de vue où un athlète s'investit totalement, met du temps dans sa pratique, mais n'est pas forcément le plus doué. Il faut proposer une méthode qui soit adéquate, qui va lui permettre de progresser. Pour ça, l'enseignant, c'est un peu un cliché, mais c'est peu fait, doit toujours se remettre à jour. Mais pas que dans ses spécialités.
dans les autres zones qu'ils ne maîtrisent pas. Beaucoup d'entraîneurs, surtout qui deviennent âgés, passés 40, 50 ans, ou alors quand ils combattent plus, ils commencent à radoter, à être toujours dans leur système à eux. Ou alors s'ils ont par exemple un entraîneur même jeune, mais qui n'est pas souple naturellement, ne va pas enseigner la high kick, les coups de pied retournés, la distance longue, c'est un peu la distance de karaté qu'on utilise beaucoup maintenant en MMA, cette distance longue. Ou alors ne va pas enseigner les clés de cheville parce que lui, son prof lui avait dit que les clés de cheville, c'était pas bien pour ça limiter les passages de garde, etc. Et il y a des petits archétypes qui se mettent en place, des petits systèmes qui font que la personne, elle se limite rapidement. Et si elle n'est pas capable de faire des choses, elle ne les enseigne pas. Ça, c'est très dommage. Je donne un exemple. John Danaher a des gros problèmes de hanche, etc. Il enseigne quand même des choses qu'il ne peut pas faire. D'accord? Qu'il ne peut pas placer en combat. Parce qu'il a des gros problèmes de santé, des opérations aux genoux, aux hanches, etc., au dos. Pareil pour Eddie Bravo et pareil pour plein de coachs et de champions. Je peux penser à Lucien Carbine, qui était une des légendes du pied-point hollandais, qui enseigne des choses qu'il maintenant il n'est plus capable de les faire, mais il les enseigne quand même. Pareil pour des profs de karaté, pareil pour des profs de judo, etc. Ça existe. Maintenant, dans le MMA, c'est vraiment critique d'avoir cette mentalité-là. Pourquoi? Parce que le MMA évolue tout le temps du fait qu'il soit multi-signaux. C'est-à-dire qu'il a plein de modalités, plein de signaux différents qui vont toujours évoluer. Il y a quelques constantes qu'on peut garder, mais même celle-ci, elle varie. Maintenant, on voit des coups de pied retournés, des clés en longue, des soumissions qui partent de debout en longue distance. On voit tout, des gars qui changent de garde. Tout est vrai. Et donc, on doit avoir une approche évolutive en fonction de chaque athlète. Si Conor McGregor s'était entraîné avec l'entraîneur de Khabib, peut-être qu'il n'aurait pas eu le même niveau. Et inversement. Alors, il faut laisser un peu son ego de côté, garder ses bases, son style à soi, mais étudier d'autres styles, d'autres méthodes et les mettre en pratique ou alors les faire mettre en pratique par ses pratiquants pour pouvoir avoir des zones de laboratoire, d'études avec ses élèves ou ses élèves ou ses combattants pour pouvoir faire évoluer sa méthode et tester des nouvelles choses. Par exemple, on va dire que voilà, une nouvelle garde arrive en jiu-jitsu brésilien, en kimono. Un truc qui change tout. Le lapel, etc. Vous n'êtes pas familier avec cette méthode. Faites venir quelqu'un, un spécialiste, vous enseignez cette méthode, prenez des instructionnels. Si vous essayez là, pratiquez là, ensuite enseignez-la à vos élèves. Simple, les bases du début. Prenez pas tout dans cette méthode, mais comprenez le schéma et incluez-la dans votre système et mettez-la en pratique. Ce qui va permettre d'avoir une approche évolutive. Surtout, on va pouvoir toucher plusieurs types de publics. Il est important, surtout avec la légalisation du MMA, désormais d'avoir plusieurs discours. Un discours pour les combattants, un discours pour les loisirs, pour les seniors, pour les enfants, une pédagogie adaptée à chaque personne, à chaque groupe et ensuite à chaque personne. Bien sûr, il est difficile dans des groupes de faire du cas par cas, mais c'est vers quoi on doit tendre. Essayer d'être le plus efficace possible dans notre communication. Au final, c'est grâce à la communication que les techniques vont passer. Certaines personnes vont être kinesthésiques, d'autres, etc., plus visuelles, auditives, etc. Des personnes vont être plus instinctives, d'autres plus dans conceptuel. Et on doit aborder toutes ces méthodes-là pour pouvoir enseigner de manière efficace. Pareil pour un coach, il faut se remettre à niveau tout le temps et ne pas s'endormir sur ses lauriers. C'est de la discipline, c'est de la procrastination dans le cas contraire. Regardez les vidéos de judo. Par exemple, vous venez, je ne sais pas, de la boxe anglaise et vous enseignez en MMA, le striking. Regardez les appuis de lutte, regardez les appuis de judo. Regardez tout, étudiez pour pouvoir comprendre et pouvoir avoir un enseignement le plus juste en fonction de la discipline que vous allez apprendre. Enseigner, pardon. Et aussi, observez votre athlète. Comme un ami à moi me dit, scannez-le, Kostya Slakov, scannez-le. J'aime beaucoup cette expression. Quand il rentre, quand il sort, mais aussi pendant la pratique. Regardez comment il bouge, regardez comment il apprend. S'il n'apprend pas avec cette méthode-là, changez. Peut-être plus tard, il va apprendre, parce qu'il y a des cycles dans la vie, etc.
Mais voilà, rester un étudiant perpétuel, se remettre en question, ne pas penser que si moi j'ai un problème à l'épaule, c'est pas pour ça que je dois pas enseigner le crochet ou une technique comme ça. Je peux pas le faire, mais je dois le faire faire à. Je prends un combattant, un élève, et je lui dis de le faire pour le montrer aux élèves. Et moi, je peux quand même l'expliquer. Je peux la disséquer. On doit pouvoir dépasser ses limites, être ouvert et dépasser, ne pas imposer une méthode qui soit choisie par nos goûts, notre expérience, nos habitudes, nos limitations, mais une méthode qui convienne à la personne, à ses besoins et à ce qu'on veut enseigner. Ça, c'est vraiment important. Pour ça, on doit laisser un peu notre ego de côté en tant que coach et analyser. Donc, on doit continuer à s'entraîner. On peut toujours faire une activité physique, toujours, et avoir des heures, ce qu'on appelle de veille. Les gens qui travaillent dans la pub ou dans l'informatique, etc., ils veillent pour voir ce qui se fait de nouveau et tout. Et pouvoir ensuite le tester, noter ou mettre dans sa tête et le tester à l'entraînement. Avoir des moments de laboratoire. Je pense que c'est très important pour pouvoir se maintenir tout le temps. Le jour, je me dis toujours, le jour où je ne serai plus athlétique, j'espère de repousser ça le plus longtemps possible avec les méthodes que j'étudie et que je mets que j'essaie d'appliquer, que je teste, etc. J'espère pouvoir m'entraîner tout le temps. Je connais des gens qui s'entraînent toute leur vie jusqu'à la fin, surtout avec les nouvelles découvertes, etc. Si je peux plus faire des coups de pied sautés, etc., j'enseignerai quand même à mes élèves ça. Et je vais même chercher à améliorer ma vision de ça. Je peux visualiser le mouvement, le faire, améliorer ma visualisation et enseigner cette technique et ressentir le timing et pouvoir l'enseigner correctement. Chaque nouveau système. Ne rien laisser au hasard. Tout étudier, tout prendre. Être spécialiste dans certaines zones, mais augmenter notre spécialisation, notre aire de spécialisation progressivement. Et utiliser différentes méthodes de communication, s'ouvrir sur les différentes méthodes de communication, sur les nouvelles études, les nouvelles sciences de communication, s'ouvrir sur les méthodes nouvelles, étudier, tester et les mettre en pratique, sans tenir en compte seulement de ses goûts et de ses limitations et de son expérience passée. Ça demande de la confiance en soi, puisque peut-être qu'on va enseigner des techniques qu'on ne maîtrise pas totalement. Mais progressivement, il y a toujours un stade. On commence par peu de maîtrise pour aller vers la maîtrise. Pareil dans l'enseignement. D'accord? C'est comme si j'étais un enseignant, je sais pas, de boxe thaï. Je ne peux plus envoyer les jambes hautes, j'envoie plus de high kick, je dis que c'est pas bien. Non, c'est faux. Donc, cet état d'esprit est important. Si vous cherchez un coach, regardez comment il enseignait avant et comment il enseigne maintenant. Si rien n'a changé, il y a un problème. Il faut une évolution, surtout dans le MMA. On parle pour la performance, mais aussi pour les gens qui sont en loisir et pour s'adapter aux différents publics. Le MMA maintenant est légalisé. Il faut être capable d'enseigner à des professionnels, des combattants, à des loisirs, à des gens qui ont des limitations physiques et aussi à transmettre des valeurs derrière. Donc, peut-être pour l'insertion, des gens qui ont des problèmes de dépression, maintenant on sait que le sport est très très bien pour ça. Des gens qui sont en situation de handicap physique, mental, etc. Et tout ça. Ça, c'est un coach. Et à côté de ça, on peut continuer à s'entraîner, on doit continuer à s'entraîner d'une manière ou d'une autre. On évolue, c'est une savante alchimie qui représente les arts martiaux, les sports de combat, les arts de mouvement. On ne prend pas en compte que son corps, on prend en compte son adversaire et aussi l'infrastructure dans laquelle on est. La cage, le ring, le tatami. Pour ça, il faut très tôt développer une curiosité et être toujours un étudiant. Avec la méthode que vous voulez, qui vous plaît, mais aussi sortez vos zones de confort. Maintenant, c'est un lieu commun. Et regardez ce qui se fait à côté. Si ça marche, s'il y a des résultats, commencez à regarder. Si ça vous sort de vos zones de confort, commencez à regarder. Je vous donne un exemple. J'aime beaucoup la méthode functional pattern parce que je ne la comprends pas et je la pratique. Je commence à comprendre de mieux en mieux. À côté de ça, il y a certaines méthodes que je trouve qui peuvent être plus dangereuses, etc. Mais je ne vais pas les mettre de côté, comme le soulevé de terre, le squat, etc.
J'ai pu me blesser avec ça, mais peut-être je ne maîtrisais pas parfaitement. Donc peut-être je vais les modifier, mais je vais quand même comprendre la méthode, comprendre le système, l'étudier pour pouvoir implémenter ces systèmes-là dans mon approche. Je fais pareil pour les arts martiaux et les sports de combat, comme on doit faire dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est un peu l'esprit du Jeet Kune Do de Bruce Lee. Prends ce qui t'est utile, rejette ce qui ne l'est pas, rajoute ce qui te correspond. Et ça va toujours évoluer. D'accord? Voilà, c'était une approche pour dire que on doit toujours bouger, toujours rester en mouvement mentalement pour éviter d'être obsolète un jour ou l'autre. Ça touche l'ego, mais c'est vrai, il faut continuer à étudier. Même si on a 40, 50 ans, 60 ans, continuez à étudier. Regardez là où vous ne regardez pas d'habitude. Ok? Je suis prof de karaté ou je suis prof de MMA. Je me dis que jamais les blocages en boxe anglaise ne servent pas à cause des petits gants. Regardez si dans des combats, il y a des combattants de MMA qui bloquent avec les petits gants. Rajoutez-les dans votre méthode. Ok? Regardez tout et rajoutez, tout en gardant une base de travail. Mais gardez cette ouverture d'esprit. Ne soyez pas, on ne doit pas être, quand je dis garder, je me parle aussi à moi-même, on doit être discipliné, on ne doit pas être complaisant et toujours essayer de s'améliorer. Je vous remercie à tous. Likez, partagez, s'il y a des sujets que vous voulez voir abordés, n'hésitez pas. Merci à Clean Hugs pour les t-shirts artistes martial. Ils sont vraiment magnifiques. Merci à SD Nutrition pour le soutien, pour les suppléments. Merci à Viking Revolution pour les produits pour la barre. Et encore, merci à Chokenami pour leur soutien, leur textile, etc. Je vous remercie à tous. On se voit très bientôt pour un autre sujet. Os.